habitez sur le bassin. Voilà. C'est ça qui vous inspire? C'est une de mes sources d'inspiration. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est ce que j'ai entendu hier, puisque j'ai accompagné Jeanne dans des écoles, que les lieux que vous connaissiez, c'est ça qui vous intéressait aussi pour partir de quelque chose de concret que vous connaissez, pour vous appuyer pour vos histoires. Alors en fait c'est très important dans l'écriture du roman policier d'avoir une certaine crédibilité. Donc c'est vrai que de bien connaître les lieux c'est très important. Moi je fais très attention effectivement à la véracité des faits et à la crédibilité des lieux. Donc en fait je décris les lieux que je connais très très bien. Et si j'ai une panne de mémoire, je vais voir sur place ou quand je suis feignante, je regarde sur Google Maps. Voilà. Ah oui, et donc c'est vrai que ça permet d'avoir quand même une vision extrêmement précise des lieux. Donc c'est très important, en particulier quand on travaille sur un territoire que les gens connaissent aussi, parce que bon, ils peuvent vous faire des remarques en disant mais non, mais là c'est pas vrai, ce petit chemin là il s'appelle pas comme ça, ou la dune à tel endroit c'est pas comme ça, ou les marais, moi on m'a fait des remarques en disant non mais là vous voyez la marée c'est pas possible, il faut vraiment être très précis parce que sinon les gens font des remarques. Voilà. Alors, quand j'écris sur Paris, c'est pareil. Bon, j'ai écrit des romans noirs, un roman noir qui se passe à Pigalle. C'est un quartier que je connais très très bien parce que j'y ai vécu 30 ans. Et donc là, je suis partie en fait de faits extrêmement précis. Je suis partie de la vie de mon immeuble. Et dans mon immeuble, il y a un type assez bizarre il sort le matin en caleçon à fleurs, en charentaise avec les yeux faits au col. Puis il y a son petit bedon musclé à la corona qui est ficelé dans un marcel. Et il fait les poubelles, ça c'est vrai. Et en plus il zozote. Et en plus il pique des cierges dans les églises et des objets religieux. Et il collectionne les livres sur la Vierge Marie. Bon. Il avait une cage à oiseaux avec des inséparables. Et un jour je sors dans la cour pour sortir mes ordures. Et puis je le vois, il avait mis ses oiseaux sur la poubelle. Je lui dis mais qu'est-ce que vous faites Alain avec vos oiseaux? Vous les jetez? Il me dit ah ben non, c'est pour qu'ils respirent. Ouais, d'accord. Voilà, donc, quand on a un personnage comme ça au départ, bon, on ne peut après que le c'est mettre. facile. Ouais. Donc j'avais ce personnage, et donc il s'appelle Alain, je l'ai appelé Antoine, donc Saint-Antoine évidemment, avec le jeu de mots c'est facile. Et dans mon livre, en fait, il sort le matin pour faire les poubelles comme il fait toujours, puis il voit un buffet au bout de la rue. Alors ça l'intéresse un buffet. On peut quand même le prendre, le mettre dans l'immeuble, collectionner des bouteilles, parce que question jaja, ça y allait aussi. Et il ouvre le buffet, et puis dedans il trouve un tout petit bébé. Comme lui il vient de la DAS, il ne veut pas que ce bébé le parcours d'orphelinat que lui il a eu. Et donc il prend le bébé. Et puis bon, alors dans l'immeuble, il y a ses amis qui donnent les linges, qui changent les linges, qui donnent les biberons. Et puis il y a les opposants. Ils ne veulent pas avoir d'ennui avec la police, parce que normalement, quand on trouve un bébé, il faut le donner au service de police ou au service d'aide à l'enfant. Et donc en particulier, il y a une dame qui tient un bar un peu particulier, et qui est habillée tout en violet. Donc on l'appelle Violette impériale. Donc tout est violet, les sous-vêtements, les yeux, la bouche, les mules à talons, tout ça. Et elle ne veut surtout pas avoir d'ennui avec la police, donc elle ne veut pas qu'on garde le bébé. Donc il y a une espèce de course-poursuite autour de ce bébé, parce que les flics entendent parler de ça. Donc ils s'imaginent qu'il y a un gang qui enlève les enfants dans le quartier. Donc voilà. Donc il y a effectivement toute une histoire qui se noue sur Pigalle, qui est un quartier que je connais très très bien, avec des anecdotes que moi j'ai vues ou que j'ai vécues directement, avec cette trame policière autour de cet enfant et de la recherche de l'identité de l'enfant. Voilà. Donc ça c'est effectivement ce livre-là. Et puis alors, en ce qui concerne Les Passagers du Roi de Rome, qui est un autre roman policier pour les adultes, donc j'ai écrit 2 romans policiers pour les adultes qui se passent sur le bassin. Et ça, c'est aussi très ancré dans le territoire, parce que, en fait, je vais souvent me balader avec mes chiens, et au port du Four, je voyais échouer dans les prés salés un bateau, un grand bateau. Il était complètement rouillé, qui était abandonné, les portes avaient été arrachées. Bon, alors les chiens allaient pisser dessus, les gens se promenaient autour, et il était complètement abandonné dans les prés salés. Les marées le recouvraient de temps en temps, puis le découvraient. Moi, j'étais fascinée par ce bateau, j'allais le voir. Puis un jour, j'en parle à mon mari qui a été éditeur, et qui me dit, bah, t'as qu'à lui raconter une histoire, ce bateau. Et j'ai appris, mais ça c'est vrai aussi, que des gens l'avaient acheté pour faire un casino sur l'eau. Bon, évidemment, ils n'ont pas eu les autorisations parce que sur le bassin, on ne met pas comme ça des bateaux, ce genre de bateaux. Et donc, ils se sont tous engueulés. Et donc, voilà. En plus, ils ont acheté le bateau alors qu'il n'était pas à vendre.
Donc ils se sont fait avoir dans la négociation du bateau, ça je l'ai appris aussi après. Donc ils se sont tous disputés et le bateau est resté comme ça échoué d'un port à l'autre pendant des années. Et donc à partir de là, moi j'ai écrit mon histoire, j'ai tissé mon histoire, j'ai appelé ça les passagers du roi de Rome parce que, en fait, dans mon histoire, un jour quelqu'un se promène et il voit ce bateau, rentre dedans, l'explore et trouve des squelettes. Voilà, donc c'est ça l'histoire. Donc j'ai écrit mon livre, et puis après il a été publié par Le Rocher. Et c'est marrant comme quand on écrit une espèce de cécité ou d'aveuglement qui fait qu'on est complètement dans le livre et on ne cherche pas forcément autour. Et au moment où on a cherché l'illustration avec l'éditeur, mais j'ai dit à l'éditrice, vous savez, ce bateau il a vraiment existé. Et elle a fait ce que moi je n'avais pas fait, elle a cliqué sur Internet. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce bateau, en fait, il avait servi pendant des années et des années à faire l'aller-retour entre Fouras et l'île d'Aix. Et ça s'est appelé le roi de Rome parce que quand Napoléon, après les 100 jours, a voulu quitter la France pour aller en Amérique, il est resté à l'île d'Aix trop longtemps parce qu'il a été repris. Voilà. Donc il y avait une légende autour de ce bateau. Moi j'en ai reconstruit une autre. Mais c'est aussi pour ça que l'éditrice voulait l'appeler le roi de Rome, et moi je dis non, pas le roi de Rome, parce que sinon on va partir sur un roman historique, ça va être un contresens. Mais on a ajouté les passagers du roi de Rome. Voilà, mais ce livre est aussi très très inscrit, donc il se passe au four, il y a des scènes à Claoué, il y a des scènes en camping de Claoué, il y a des allers-retours, bon effectivement, il y a un truand qui vit là, qui fait des vols, enfin voilà, qui veut absolument acheter ce bateau et le retaper. Bon, voilà, donc c'est quand même très très visible. Mes livres, polars, mes policiers, sont très inscrits dans des territoires, des terroirs. Voilà. Pareil pour les livres jeunesse, effectivement. Oui, c'est ça, vous faites beaucoup de livres jeunesse. Voilà. Vous en avez fait plusieurs sur le bassin, puisque voilà. il y a des enfants. Et donc, je fais très attention aussi à ce que, souvent je pars d'un fait réel. Par exemple, dans Nuit d'angoisse à l'île aux oiseaux, je me suis dit, je vais prendre des enfants du bassin. Donc, le principe, c'est d'avoir toujours un garçon et une fille. Bon, ça, c'est un truc d'auteur pour que les garçons et les filles s'identifient. Voilà. Oui. Donc, les garçons s'identifient au héros masculin et les petites filles à la petite fille. Donc, ça, c'est un truc d'auteur. Mais ça fonctionne bien parce que comme ça, on a des allers-retours dans les dialogues, dans les situations. Il y en a un qui est plus trouillard que l'autre, l'autre qui est plutôt tête brûlée. Donc voilà, donc ça fait des duos d'enfants assez amusants. Et donc sur Nuit d'angoisse aux oiseaux, j'avais simplement lu Sud-Ouest et vu dans le Sud-Ouest qu'il y avait des vols de bateaux. Et donc dans mon livre, on raconte effectivement une histoire d'enfants qui, en se promenant, surprennent des types assez louches, qui volent des bateaux. Alors il y a les filières de voleurs qui volent les bateaux, et puis après il y a des gens qui font un peu de grivellerie, qui volent le matériel des ostréiculteurs, mais tout ça c'est vrai. Voilà. Donc souvent je trame mes histoires sur des faits qui sont réels. Voilà, vous avez besoin de vous appuyer sur quelque chose. Oui, c'est un peu je trouve que c'est un peu la règle du genre de peur, quoi. C'est d'être sur des situations qui sont crédibles. D'accord. Voilà. Et donc vos personnages sont pareils, inspirés de personnes que vous avez autour de vous ou totalement imaginaires? Parfois non. Voilà. Bon. La règle du genre là aussi, c'est que quand on parle de personnes qu'on connaît, c'est de transposer suffisamment la réalité pour que la personne ne se reconnaisse pas, sauf si on lui dit, tu sais, là par exemple dans un de mes livres pour enfants, j'ai mis le fils d'une amie, mais je lui ai dit, Anne, est-ce que ça te dérange si le petit garçon qui est dans mon livre est inspiré de ton fils? Sinon, je transpose vraiment pour que des gens ont lu mes livres, par exemple dans Les Passagers du Roi de Rome, il y a des gens que je connais qui sont dedans, ils ne le savent pas. Ils ne se sont pas reconnus. Donc c'est l'éthique. Oui, c'est l'éthique. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une idée de départ, et puis le personnage, c'est le personnage. C'est-à-dire que là, je suis en train d'écrire un livre avec un personnage masculin. Bon, c'est un personnage assez ambigu, donc je suis partie d'un de mes amis qui pouvait effectivement bien incarner la personnalité de ce personnage, son humour, son côté flamboyant, etc. Et puis après, le personnage, il se met à vivre. Alors, je ne dirais pas qu'il m'échappe, parce que non, il ne m'échappe pas, mais je le transforme, ce qui fait que ce personnage, au début, c'était effectivement mon ami José, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Il a pris son identité propre, ses réflexes propres, sa personnalité, son vécu, son histoire.
garder certains traits, en particulier cet humour très vachard et très caustique qui le caractérise, mais c'est inscrit dans un personnage qui est tellement différent que même si je lui dirais, parce que là c'est un ami suffisamment intime pour que je puisse lui dire, parce qu'il a l'humour et tout ça, pour lui laisser José, je suis partie de toi, c'est ça mon personnage, il ne va pas se reconnaître. Voilà, parce que c'est très différent. Voilà. Et ça, c'est aussi la magie du personnage qui se met à s'incarner différemment de ce qu'on avait imaginé. Voilà. Ce qui m'a étonné dans votre parcours littéraire et dans vos romans, c'est votre relation au vampire. Est-ce que des personnages comme ça, qu'est-ce que vous pouvez, parce que vous avez écrit plusieurs romans à ce sujet-là, qu'est-ce qui vous passionne à ce point-là dans les vampires, ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, ou qui vous permettent de faire un imaginaire qui il y a des niveaux de lecture différents. Bon, pour les enfants, on va dire que c'est des personnages merveilleux parce que, ils volent. Ah oui, bon. C'est ça, ils ont... Voilà. Et quand j'écrivais, beaucoup plus jeune, quand j'écrivais un personnage de vampire, je volais aussi. Je passais par-dessus des montagnes, je vis au-dessus de New York, c'est extraordinaire. J'avais des rêves comme ça qui étaient complètement construits de vol dans l'espace parce que j'étais complètement dans mes personnages. Donc pour les enfants, effectivement, mes personnages de vampires, ils volent. Voilà. Ils peuvent se transformer en chauve-souris, ils lisent dans la pensée des autres. Voilà. Bon, ça, c'est le côté primaire, si vous voulez. Bon. Après, ce qui est assez fascinant dans les vampires, c'est que d'abord, c'est un mythe transversal qu'on trouve dans toutes les cultures, à toutes les époques, qui gangrènent toutes les religions, de l'hindouisme à la religion chrétienne, en passant par la religion musulmane, les bouddhistes, enfin voilà, c'est vraiment un mythe transculturel. Bon, je n'ai pas développé parce que sinon j'en ai pour une heure, mais c'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche, donc on peut effectivement les utiliser et les greffer dans des situations extrêmement différentes. Voilà. Et ça marche. Moi, j'ai des personnages de femmes vampires, il y en a une, elle est danseuse de flamenco. Voilà. Elle a été transformée en vampire en Algérie vers 1850, dans un café, un peu louche. Et puis, elle rencontre des gitans. Les gitans voient l'intérêt qu'ils peuvent tirer d'elle, parce que comme effectivement, elle tue plein de gens, eux, ils peuvent ramasser, faire les poches de ses morts, parce que les gens qu'elle a tués, parce qu'elle s'en fout de ça. Bon. Donc, ils lui disent, on va te protéger. Le jour, tu es vulnérable, donc nous, on va te protéger, et puis on va effectivement vivre un peu à tes crochets, mais en même temps, on va t'emmener à Séville, et on va faire de toi une reine du flamenco. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le mythe de Carmen, voilà, la femme fatale, et je suis partie de l'opéra de Bizet, et de la nouvelle de Mérimée, Carmen. Voilà. Donc effectivement, ces personnages de vampires sont très polysémiques, polymorphes, et donc on peut les mélanger avec plein d'histoires. Voilà. Troisième point, ils sont immortels. Donc effectivement, là aussi, ça permet de raconter leur histoire ou de leur faire raconter leur histoire en confidence à d'autres personnages de vampires ou à des humains avec qui ils ont des relations privilégiées. Et donc d'avoir des livres qui sont à plusieurs époques. Bon, j'ai un livre de vampires qui se passe à la fois pendant la Révolution française et aujourd'hui, voilà, pendant la Terreur évidemment, parce que c'est la période la plus intéressante de la Révolution française, qui met en scène un vampire girondin, donc ça permet aussi de parler du mouvement girondin, et donc c'est assez tissé avec l'histoire de la Gironde, voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors, dernier point sur les vampires, ça permet aussi d'écrire des histoires d'amour sur le fil du rasoir, parce qu'on est complètement sur l'interdit. Il y a un interdit, c'est il mord et il tue, ou elle mord et elle tue, donc c'est une sexualité compliquée. Donc ça permet d'avoir des histoires d'amour qui sont extrêmement riches. Donc ces personnages de vampires, on peut comme ça... une source. Voilà, c'est une source d'inspiration très forte. Voilà. Donc c'est Les Encombrants, oui, le titre du dernier de Jeanne qui vient de sortir, hein, c'est ça. Vous êtes en écriture tout le temps. Oui, bien sûr, hein, tout le temps. Oui, tout le temps. Donc je suis sur un roman noir pour les adultes. J'ai un projet de 5e livre pour les enfants qui va se passer sur le bassin. Et puis j'ai un recueil de nouvelles fantastiques
qui est une reprise de l'ensemble de mes nouvelles qui va sortir l'année prochaine. Voilà. L'écriture pour les enfants, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous a été proposé, ou c'était vous qui avez sollicité et qui avez envie d'écrire pour les enfants au départ, ou c'est... En fait, c'est venu par hasard. C'est effectivement une de mes amies qui dirige cette collection Souris Noire pour les 9-12 ans. Et qui, son axe, c'est de demander à des auteurs qui écrivent pour les adultes d'écrire pour la jeunesse. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu veux m'en faire un? J'ai dit oui, je me suis essayée à ça. Ce qui est très intéressant, parce que moi j'ai des phrases très longues, un style plutôt gothique avec les vampires. Maintenant, ça a beaucoup changé, parce que ma façon d'écrire, grâce aux livres pour la jeunesse et au polar, a beaucoup changé. Et donc, je suis retournée à l'école. J'ai fait des phrases beaucoup plus courtes, qui peuvent être lues par des enfants, des dialogues qui soient aussi des dialogues qui ne fassent pas faute jeune. Voilà. Donc j'ai abordé cette tranche d'âge-là. Et puis après, j'ai proposé effectivement, comme j'avais vraiment accroché avec la littérature jeunesse, j'ai proposé à Castelmore de faire une mini-série, cette fois polar fantastique et histoire pour les grands ados. Donc c'est Le vampire de Bacchanal et les disparus du Pont de Pierre, où je mixe un peu tout ce que je sais faire, c'est-à-dire le polar, le fantastique et l'histoire. Et donc c'est des jumeaux qui ont 15 ans, qui sont élevés par leur grand-mère. La grand-mère est un peu larguée parce qu'elle pense qu'elle joue au bridge, et puis il y a les mômes, ils sortent la nuit, ils font toutes les bêtises possibles et inimaginables. Quand ils sont en danger, ils sont protégés par un personnage bizarre qui ressemble à Dark Vador, qui a un chien géant qui fait 140 kilos, qui est un mastif. Bon, ça c'est tout mon folklore. Et en fait, c'est un vampire bienveillant. Et quand les enfants sont en danger, ils les envoient dans le passé. Donc effectivement, on a des scènes là qui se passent au Moyen-Âge, au moment où Bordeaux était anglais. Donc, mine de rien, mine de crayon, j'ai quand même beaucoup lu sur Bordeaux et beaucoup lu sur le Moyen-Âge et, la guerre de Cent Ans et la période où Bordeaux était anglais pour faire ce livre. Voilà. Mais c'est très amusant de mixer les genres aussi. Voilà. Vous ne mettez jamais dans vos romans, de votre parcours, quand vous étiez enfant, des choses très personnelles? Alors si j'ai fait une fois, comme tous les auteurs, souvent on commence par écrire sur soi. Voilà. Donc j'ai écrit un premier roman sur l'anorexie, parce que j'ai fait une anorexie quand j'avais entre 18 et 25 ans. Donc je me suis débarrassée de ça. Et puis après, j'ai fait des choses qui étaient assez mauvaises entre l'autofiction et le polar. Donc c'était pas de l'autofiction, c'était pas du polar, c'était extrêmement, donc c'est porté à la poubelle. Ça a été rejeté par plein d'éditeurs. Voilà. Donc j'ai eu une période comme ça, un peu en sous-marin, où j'écrivais plus. Et puis après, en fait, j'ai découvert les vampires. Ah, je me dis, ça c'est moi ça, les vampires. C'est moi ça. Et donc je me suis remise à écrire sur les vampires, après je suis revenue au polar. Voilà. Et je ne m'intéresse plus. Voilà, je suis forcément dans mes livres parce que c'est moi qui écris. Donc la manière dont mes personnages réagissent, leurs conflits, leurs révoltes, c'est un peu les miens. Mais je ne suis pas du tout dans mes livres. Voilà. Dans le prochain, quand même, comme c'est un livre compliqué, je me suis dit, mon personnage un peu ambigu là, bon, il faut quand même que le métier est important. Dans l'histoire, le métier de ce personnage est très important. Bon. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enfin chasser de tête, puisque c'était mon métier. Voilà. Donc ça, j'ai remis effectivement un vécu personnel, mais quelques anecdotes, effectivement, qui me sont arrivées en tant que chasseur de tête. Comme dans Pigalle, il y a des choses que j'ai vues, mais ça n'est pas moi. Voilà. Très bien. Le temps nous est compté, voilà. En tout cas, merci beaucoup Jeanne. Merci Je sais Isabelle. que vous êtes là pendant tout le week-end sur le salon. N'hésitez pas à venir la voir, discuter avec vous. Je sais que vous aimez ça, rencontrer votre public, les enfants aussi dans les écoles hier, comme on a fait, voilà. Donc le dernier, je le représente, Les Encombrants. Voilà. Merci. Merci de votre écoute.